Alors, attendez-vous à un cours d'histoire comme vous n'en avez pas reçu depuis longtemps. Oh, les gens de ma génération, si, mais les moins jeunes, c'est pas sûr que vous ayez eu cette transmission de savoir et d'intelligence. Nous sommes avec Dimitri Casali. Bonjour. Je suis ému et honoré de vous recevoir. J'ai dévoré votre ouvrage, qui est un ouvrage assez scolaire d'ailleurs. Oui, c'est le but. C'est pas des considérations intellectuelles pour initier, c'est une présentation des grandes étapes de l'histoire. Vous l'avez titré « Quand la France perd la mémoire », si vous saviez à quel point vous avez raison. J'ai commencé le sommaire de cette émission, nous sommes le 10 novembre 2025, le 9 novembre 1970 mourait le général de Gaulle. Je racontais dans quelles circonstances je l'ai appris en cours de catéchisme. Je voyais mon instituteur Jean Sarrazin, à qui je dois beaucoup de choses. Vous voyez, je fais partie de cette génération. L'instituteur j'ai eu les études des éducations. L'institut, c'était quelqu'un de formidable. Il m'a mis dans la tête du plomb et des repères. Et j'ai vu la consternation sur les larmes sur ses yeux. Et j'ai compris que le général de Gaulle, qui pour moi était un monsieur très sérieux en uniforme, qui grondait un peu le grand-père autoritaire, et on disait oui, il y a eu mai 68 qui était passé avant, on se rend compte aujourd'hui à quel point il nous manque, et que dirait-il alors Dimitri Casali, je vais vous donner la parole tout de suite, mais quand je reçois des personnalités un peu importantes comme ça, je retranscris, vous savez, la phrase du général Bonaparte qui est à la sortie des Tuileries, et le jour du 18 mai, quelques heures avant son coup d'État, il y a des représentants du directoire qui sortent, il les interpelle, il leur dit: qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? Est-ce que ma métaphore, elle est légitime aujourd'hui ou elle est déplacée? C'est parfait, surtout avec Napoléon. Vous avez vu qu'il occupe 3 chapitres entiers de mon livre, qui est quand même le héros populaire, le plus populaire au monde. On peut pas être d'accord avec tout ce qu'il représente, mais enfin, en tout cas, il a marqué l'histoire de France et en grand. Donc effectivement, la France aujourd'hui. Alors, je vois que vous vous arrêtez au 18 juin 40. Voilà. J'ai l'impression que vous avez peur d'écrire la suite, non pas que ça a été, mais que vous aviez que envie d'écrire des belles choses. Et là, si vous étiez, imaginez vos collègues dans 50 ans, 100 ans, qui écriront la période 45, 2045, 2025 surtout. Ils pourront pas raconter des choses aussi glorieuses, aussi belles que celles que vous racontez dans votre ouvrage. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que vous avez vu, donc c'est titré « Quand la France perd la mémoire », avec ces 3 drapeaux complètement déchirés qui représentent effectivement la France d'aujourd'hui, fracturée, sans aucune unité politique ni sociale. D'ailleurs, on voit bien que justement, on a complètement oublié la leçon de nos grands hussards noirs de la République, de nos grands instituteurs, tel Ernest Lavis, qui disait « L'histoire de France ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur ». Et tous ces professeurs dont vous parliez tout à l'heure, et moi aussi, ils nous ont fait aimer l'histoire de France, parce que c'est par l'histoire qu'on forme à la citoyenneté. C'est l'histoire qui permet de comprendre les modes de représentation culturelle de la France. Et comme aujourd'hui, depuis 40 ans, c'est pire qu'un naufrage. C'est vraiment, je vous dis, hier j'ai assisté à un micro-trottoir, il y avait 8 élèves sur 10 qui ne savaient pas qu'était le 11 novembre. C'est une catastrophe. Alors, vous posez certaines questions à certains parlementaires, les réponses sont pas du tout rassurantes non plus, et même d'autres responsables. Moi, je suis consterné. Alors bon, il s'avère que je suis passionné par l'histoire, mais quelques dates minimum. Dimitri Casali, la couverture de votre livre est très parlante. C'est 3 pavillons. On a donc le drapeau de la monarchie, le drapeau de l'Empire. Alors, il est totalement déchiré. Celui de la République, il a un grand trou au milieu. Est-ce que le drapeau français n'a jamais été aussi glorieux que dans les grandes défaites de l'histoire, Azincourt, Pavie, Waterloo? Est-ce que c'est pas là que l'âme de la France se révèle dans la défaite comme une âme absolument prodigieuse? Oui, tout à fait. Vous avez bien lu mon livre, parce qu'effectivement, ce livre... Chaque grand personnage, chaque épisode est rattaché à une valeur fondamentale de la France. C'est ça le thème du livre. Et effectivement, il y a les grandes valeurs, le patriotisme, la méritocratie, mais il y a aussi des valeurs complètement oubliées, comme le panache. Et le panache, c'était vraiment une valeur consubstantielle à la France depuis la mort de Roland, du Guesclin, Bayard, tous ces grands héros. Henri IV l'exprime. Ralliez-vous à mon panache blanc. Il ne se trompe pas de formule. C'était vraiment une valeur essentielle, fondamentale de la France. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'honneur et le panache n'existent plus. Et c'est vrai que ça permettait aux Français, donc d'abord aux armées françaises, d'avoir remporté, comme disait Churchill, c'est Winston Churchill qui le dit,
aujourd'hui, l'armée française est l'armée qui a remporté le plus de victoires au monde. Oui. Ça, il faut quand même rétablir une vérité, parce que déjà, si on apprenait ça à nos enfants, mais ensuite, ça permettait aux soldats français de se battre dans des circonstances catastrophiques et dans des désastres comme, effectivement, on parlait de Waterloo, où, avec cette phrase sublime, la garde meurt et ils ne seront pas. C'est vraiment devant cette... Et Cambronne qui n'a jamais dit merde. Il a passé la fin de sa vie à dire, il y a peut-être un officier à côté de lui qui l'a dit, voilà. Il a dit, moi je suis bien élevé. Exactement. C'est un aristote. Alors non, dans la bataille, il n'a pas dit merde, vous avez tout à fait raison, mais il y a 2 témoignages essentiels qui disent qu'il a dit... Allez vous faire foutre. Voilà, allez vous faire foutre, tout à fait. Il y a un très beau tableau qui le représente. Ouais. L'enseignement de l'histoire aujourd'hui, j'allais dire, votre livre est une ordonnance médicale pour la République. Est-ce qu'on peut considérer que le non-enseignement ou le désenseignement de l'histoire, parce qu'attention, ça a été récupéré de façon idéologique, cet enseignement de l'histoire, on apprend un petit peu à désaimer la France. Je suis très prudent dans mes mots parce que sinon j'utiliserai des termes plus violents. Est-ce que l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, tel qu'il est proposé, tel qu'il a été conçu, revu par les technocrates de l'éducation nationale, les idéologues, est-ce qu'il pose aujourd'hui un problème dans la façon dont nos élèves apprennent à être français ? Absolument, c'est ma spécialité, les programmes scolaires de notre école sont catastrophiques, je le dis depuis 20 ans, et là ça a encore empiré dernièrement, parce que effectivement c'est la gauche bien pensante a complètement récupéré l'éducation nationale, elle a totalement depuis 40 ans délégitimé l'idée de nation, même des mots comme patrie, sentiment national sont interdits dans les manuels d'histoire de nos enfants. Il faut voir ce qu'on peut citer, sont écrits. Regardez, ouvrez les manuels scolaires de vos enfants, de vos petits-enfants, vous verrez vraiment. Ce sont des réquisitoires. C'est des réquisitoires. Souvent contre la France. La France, alors voilà, et les Français ont tous été, selon ces manuels scolaires et ces programmes scolaires, du ministre de l'Éducation nationale depuis... Tous complices. On a été tous complices. Oui, on est tous des esclavagistes au XVIIIe siècle. Des colonialistes génocidaires au XIXe et tous des collabos au XXe. Comment voulez-vous que nos enfants, après 12 années de cursus scolaire, aiment leur pays ? Parce que c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, on voit bien une jeunesse complètement désenchantée. Il faut leur donner quelque chose à aimer. Et ce quelque chose à aimer, j'en suis convaincu, c'est notre histoire, notre culture et notre patrimoine. On le voit encore avec le vol catastrophique du Louvre, qui est la conséquence justement de cette crise de la transmission, puisque même plus personne veut défendre ce qui nous est le plus précieux. Et vous savez la réponse qu'on a, mais qui va aujourd'hui au Louvre pour voir le bijou des colliers de la Reine ? Vous avez vu ça, c'est extraordinaire. C'est sidérant. On peut citer certains journalistes de France Télévisions qui ont complètement pris ça à la plaisanterie, qu'on dit que c'était pas si grave. Il y a même un rédacteur en chef du Monde qu'on dit que les bijoux de la couronne étaient complètement désuets. Non, mais il faut vraiment qu'il apprenne son histoire. Ces bijoux étaient remarquables, non seulement parce qu'elles appartenaient à l'impératrice Eugénie, mais les deux, justement, elle les tenait. Il y avait 2 diamants qui venaient en droite ligne de Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette les tenait elle-même de Louis XIV, et Louis XIV lui-même de Mazarin. Donc vous voyez, c'est la longue ligne de notre histoire de France qui a été fracassée et volée et dérobée. Ils ont la même valeur que la flèche de Notre-Dame quand elle a brûlé. Exactement. On a tous pleuré, voilà. Chrétiens ou pas chrétiens. Contrairement à ce que dit Patrick Cohen, il disait que c'était moins grave que l'incendie de Notre-Dame. Mais vraiment... On lui laisse la responsabilité de ses propos. Dimitri Casali, est-ce qu'on peut situer dans le temps le moment où ça bascule ? Je suis de 59, donc j'ai eu comme ministre de l'Éducation Edgar Faure, Olivier Guichard, la réforme Abi. Est-ce qu'il y a un moment donné où on sent que les programmes scolaires sont réorientés de façon à revisiter l'histoire ? C'est au début de l'arrivée de la gauche ou pas forcément Alors effectivement, il y a 3 dates. Il y a 89 avec Jospin, ministre de l'Éducation nationale, une catastrophe, ça il faut le dire. Mais il y a surtout 2001. 2001, c'est Jospin, le même Jospin, est Premier ministre de cohabitation. Et là, il y a vraiment un premier choc
terrible dans les programmes, avec la fameuse loi mémorielle Taubira, de Christiane Taubira en 2001, qui est rentrée vraiment dans où elle impose, l'article 1er, hein, je le rappelle, c'était la traite atlantique est un crime contre l'humanité, donc fomenté uniquement par les Occidentaux. Elle oubliait complètement de parler de la traite orientale et en plus de la traite intra-africaine, la troisième qui était la plus importante. Mais cela dit, elle impose dans son article 2, et c'est ça le drame de l'enseignement d'histoire. Personne l'a vu. Dans l'article 2 de cette loi, elle rappelle l'obligation de nos écoles à enseigner la traite esclavagiste à tous les degrés. C'est-à-dire que du CE1 en première, parce qu'en terminale, on ne traite pas de cette question, chaque année, nos enfants ont droit à la traite esclavagiste au lieu de justement de parler, parce qu'on... Donc expiation, culpabilisation... Au lieu de parler, par exemple, en 2007, la troisième date fatidique, c'est ça, c'est Xavier Darcos qui impose les empires africains dans les programmes scolaires au détriment de Louis XIV, François Ier et les grands héros de notre histoire. Et donc, voyez-vous, au lieu de... Bon, on a parlé de l'empire du Monomotapa, qui était l'empire africain de cette époque. Bien sûr. Mais, un célèbre poème, d'ailleurs. Mais on n'est pas revenu au programme, justement, scolaire qu'on avait auparavant. Là, aujourd'hui, c'est ça la catastrophe. C'est le programme dans les collèges, surtout de Najat Vallaud-Belkacem de 2016, où il y a cette idée de criminalisation de notre histoire. Le cours d'histoire devient un traité de repentance. Absolument. Aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend aux jeunes. Et ce que je demande, ce que je réclame, justement, je dis dans cette histoire, dans ce livre, c'est qu'il faut revenir justement à un véritable récit national, fédérateur, qui réconcilie tous les Français, mais aussi équilibré. Et c'est ça, parce que l'histoire de France est quand même une des plus belles qui soit au monde, et on n'a pas de raison d'avoir honte. On y revient dans quelques instants, Dimitri Casali. On continue à se promener dans l'histoire de France avec vous. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile de Bénibus. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, nous sommes avec Dimitri Casali qui a écrit « Quand la France perd la mémoire », les récits fondateurs de notre histoire, et nous constatons avec cet émérite enseignant combien les dégâts sont considérables aujourd'hui, j'allais dire, dans la conscience nationale des élèves, puisqu'on leur désapprend l'histoire de France. On était en train d'évaluer la période. Ça ne s'est pas passé en une fois, mais il y a certains ministres qui ont été plus, j'allais dire, plus nocifs, plus toxiques que d'autres. Comment se fait-il que, et dans le corps enseignant, et chez les éditeurs, il n'y ait pas eu à un moment donné, excusez-moi, un moment de résistance en disant mais non, on peut pas faire ça. C'est passé comme ça, Et oui, c'est passé comme ça. D'ailleurs, j'ai posé la question à de nombreux dirigeants politiques. Pourquoi avez-vous laissé passer les programmes de 2007 ou alors les programmes de 2016 ? Et ils m'ont dit qu'effectivement, le corps enseignant, l'éducation nationale, dans sa globalité est quand même le dernier univers soviétique d'Europe. Hein, c'est quand même, il faut se le dire. Le mammouth est soviétique. Ah oui, si vous voulez retrouver ce monde soviétique, il faut aller dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont encore profs sur le terrain, on peut le dire, à Noisy-le-Sec, et quand ils refusent de faire grève avec tous les autres, ils sont insultés. On les insulte parce qu'eux refusent de faire grève. Vous voyez, on les traite de traîtres. Oui, de cannabis presque, voilà. On peut en connaître, parce qu'aujourd'hui, comme on réutilise, alors là, pour un historien, le point Godwin, ça marche en ce moment dans tous les sens. On ne sait plus d'ailleurs, quand on a besoin de parler de vraies tragédies, voilà, de vrais génocides, on ne sait plus quel terme utiliser. Maude Koffler, qui est née en 96, qui a été une élève exceptionnelle. Alors non. Sage. Mais si, la preuve, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui dans cette émission. Maude, qu'est-ce que vous regrettez dans votre conscience d'élève ? Est-ce qu'il y a un passage de l'histoire dont vous estimez vous avez été peu informé ? Il y a plusieurs passages de l'histoire pour lesquels je n'ai eu aucun cours, et je pense surtout au lycée, parce que c'est les souvenirs qui me reviennent, mais on ne parlait pas de Napoléon, on en parlait juste avant en antenne, on ne parle pas de Jeanne d'Arc, encore moins. Il y a même des questions de valeurs dont on ne parle pas. Donc moi, ça m'a toujours frappée, et puis comme j'ai toujours été assez engagée, et que l'histoire de France, forcément, m'intéressait. Et vous, est-ce que vous êtes frustré de ne pas avoir une certaine période dont vous estimez que vous auriez voulu en savoir plus, quand vous étiez sur les bancs ? Napoléon. Bravo. Ça a été, pour vous, ça a été survolé. Totalement, mais on n'en a pas parlé. Mais en fait, ce sont des choix, parce que je pense qu'il y a aussi... Alors, il y a une chronologie. Situez-moi l'année. On est en 96 plus 15, en 2000, c'est ça à peu près ? Dans les années 2010, enfin oui, 2010. Voilà. Vous voyez les conséquences. C'est le virage, parlait déjà
la loi Taubira, mais aussi il y a cette haine de l'histoire bataille. Voyez-vous, chez le corps enseignant et chez les pédagogistes, parce que on a oublié de dire, l'éducation nationale est tenue par les fameux pédagogistes, qui vouent une haine totale. Alors, ils ont fait du mal à tout le monde, à la langue française, à l'enseignement, au français et à toutes les matières. Mais là, l'histoire de France, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette histoire bataille des grands, et bien sûr, donc Napoléon est le plus grand des généraux de toute l'histoire de l'humanité. Il faut voir comment il est considéré au Japon, aux États-Unis, dans les écoles militaires. Il n'y a que chez nous, et donc ils ont supprimé toutes les grandes victoires d'Austerlitz, de Wagram, de Iéna, Wagram, de la Moscova, tous ces noms qui faisaient rêver des générations entières. Moi, ils sont tous sur l'Arc de Triomphe, il faut aller les lire. Voilà, si on a un Arc de Triomphe, c'est parce qu'il y a ces 200 batailles, 200 victoires. Qu'un jour, il y ait une initiative politique d'une certaine côté du paysage politique français en suggérant qu'on détruise l'Arc de Triomphe parce que c'est un symbole quelque part de l'impérialisme français. Qu'on inscrive des noms féminins sur la Tour Eiffel. On veut déjà abattre des statues sous prétexte qu'évidemment, à l'époque, ces gens-là ont pris des positions qui ne sont pas conformes aux valeurs d'aujourd'hui. Déjà, il y a une dichotomie dans le temps, mais il y a une revisitation de l'histoire qui est terrifiante. Et c'est très, très nocif, puisque bien sûr, aujourd'hui, on le revoit avec la guerre en Ukraine, qui a rappelé que la guerre était l'horizon quotidien aujourd'hui, puisque pendant 18 ans, pendant 80 ans, on a vécu en paix, et c'est vrai que c'est ça a fait baisser la garde à la France, dont l'armée est consubstantielle justement à la naissance de la patrie en danger, les armées de la Révolution, c'est ça, et Napoléon est l'héritier des acquis de la Révolution. Il faut jamais oublier que il devait affronter l'Europe entière parce qu'il voulait protéger les acquis révolutionnaires qui étaient l'égalité, la fraternité et la liberté, mais surtout l'abolition des privilèges. Et c'est pour ça que l'Europe entière lui a fait la guerre. C'est ça la vraie raison. Et au passage, il l'a contaminé, entre guillemets, au sens positif du terme, il a contaminé des pays en et des nations. le code civil. Voilà, et les idées de la Révolution. Jusqu'en Lituanie, aujourd'hui, j'ai un ami qui a acheté des terrains en Lituanie, il y avait marqué réforme cadastrale de 1807, il était sous le charme de Napoléon. Non seulement ça, et les révolutions en 1848, les contestations des régimes autoritaires et totalitaire, elle vient quand même de cette infusion, de cette diffusion des idées de la Révolution dans l'Europe tout entière. Un de vos collègues historiens, économistes à la fois, me disait pourquoi est-ce que la France a été la première puissance militaire. Pourquoi la première puissance? Parce que première puissance militaire. Pourquoi? Mais parce qu'elle avait une agriculture exceptionnelle, qui avait du fourrage même jusqu'à Moscou. Sous Napoléon, la guerre de 100 ans. On perd toutes les batailles, on finit par gagner la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a une agriculture qui est absolument indestructible, qui envoie du fourrage, des bœufs. Comment s'appelle le chef de l'armée au Moyen-Âge? Le connétable. Celui qui a l'étable. Et surtout, elle envoie une population qui est bien nourrie. Donc la relève, alors que l'Angleterre s'épuise à la guerre de 100 ans. La France, cette coalition contre Napoléon, il perd parce qu'il va trop loin. Mais on tient le coup tout seul face à des coalitions de toute l'Europe. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Il croyait pas si bien dire, Sully, ministre d'Henri IV, quand il prononce cette phrase historique. Et nous étions aussi la Chine de l'époque. On était l'État le plus peuplé. Et ça nous permettait effectivement de résister à toute l'Europe coalisé contre nous. Même sous Louis XIV, on arrivait à battre tout le monde grâce à nos armées. La très vaillante armée française. Et dès qu'on commence à trop industrialiser le pays, 70, on perd la guerre, malgré tout. Voilà, parce qu'il y a une chute de la natalité, déjà. Voilà, c'est 1868, la première baisse de la démographie française. 14-18, on manque de la perte si on n'a pas les États-Unis. Le général Pétain, qui est chef des armées françaises, dit c'est pas la peine d'aller faire tuer les hommes à Verdun pour rien, puisque de toute manière, on va perdre la guerre tant que les Américains ne seront pas là. Absolument. Et puis 40, on connaît la suite, on a cru que, et pourtant en 40, on dit bien la vaillante armée française, et elle est laminée en 5 semaines par l'armée allemande. Comment est-ce qu'on peut avoir une lecture de la grandeur de la France quand on voit qu'à un moment donné, j'allais dire, les gouvernants, les dirigeants sont pas à la hauteur? Qu'est-ce qui s'est passé? L'héritage de Charlemagne, de Louis XIV, de Napoléon, Napoléon III, bien sûr. Il se dissout, il se dissout dans une forme de mondialisation, d'inconscience, d'insouciance.
C'est d'abord, je connais bien, regardez l'éducation, on voit bien de notre président. Notre président, aussi brillant soit-il, je remets pas en cause. Il est brillant, ça personne ne conteste. Il n'y connaît rien en histoire de France. Mais je dis absolument rien. C'est étonnant ça quand même. J'allais dire stupéfiant, non mais étonnant. Pourquoi ? Parce qu'il est le produit de ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Il a eu son bac en 1997. Il est le produit des bancs de l'époque, des bancs de l'école de cette époque. Voilà, où effectivement on a complètement, je vous disais, même le mot France est interdit dans les programmes, dans les manuels scolaires d'aujourd'hui. Donc il est de bon ton, justement, d'avoir ce regard critique, comme il est acerbe, et il n'y a pas d'art français, il n'y a pas de culture française. Voilà, ou alors quand il dit que nous avons commis un crime contre l'humanité en Algérie, alors que à notre arrivée en 1830, il y avait 2 millions d'Algériens, et à notre départ, 10 millions. Où est le génocide ? Montrez-le-moi. Voilà, déjà en termes de chiffres, ça pose un problème. En termes de lecture. L'histoire de France, au début justement, est-ce que c'est l'histoire de France est de droite ? Est-ce que son enseignement est réactionnaire ou progressiste ? L'histoire de France, au départ, personne ne nie que c'est de la fusion. Mélenchon parle de créolisation, mais la civilisation gallo-romaine, qu'est-ce que c'est que sinon une créolisation ? Voilà, et les invasions barbares des gens, les Goths, vraiment les barbares qui viennent des peuplades germaniques, qui sont des gens brutaux, ils s'intègrent, ils s'assimilent, et ensuite pendant tout le reste de l'histoire, il y a des apports qui sont venus de l'extérieur. Seulement on les a intégrés et assimilés par justement cette façon dont la France, j'allais dire, recevait les étrangers qui voulaient devenir français. On le voit, je cite Roland le Viking, qui devient donc le premier duc de Normandie, et au lieu d'imposer ses coutumes scandinaves et vikings, il va non seulement, Roland va prendre comme prénom Robert, il va se convertir au christianisme, et toute la Normandie, il va faire de la Normandie le duché le plus riche de France. Et on voit bien qu'en fait c'est le colonisateur qui est colonisé par la grande culture déjà française, puisque surtout les cathédrales, nos cathédrales, on montre effectivement qu'il existe un art français, que la France est le pays des arts et des lettres. Ça, on le répétera jamais assez, et c'est grâce Mais aussi des paysages, des territoires, une agriculture. Il fait bon vivre en France. Donc on a tendance à vouloir s'intégrer, s'assimiler, c'est évident. Et c'est ça, ces paysages, cette différence, cette multiplicité de terroirs, c'est une terre. Et regardez ce que disent les Allemands, les Britanniques, les Hollandais. C'est vraiment Nous restons la première destination touristique au monde, entre 90 et 100 millions de visiteurs tous les ans. Absolument, presque 100 millions cette année. Voilà, si la France était l'enfer que l'on dit et que les Français souvent considèrent, bien peut-être qu'on n'aurait pas autant de touristes étrangers. Et c'est pour ça qu'il faut tout tabler justement sur mettre en valeur notre histoire, notre culture et notre patrimoine, ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous disais, on a honte de nos grands héros. Tout à l'heure, on a du mal à vendre notre histoire, mais si on expliquait à nos enfants tout ce qu'on a apporté, parce que c'est ça aussi, c'est la complexité de l'héritage français. On a un double héritage, et c'est pour ça que j'ai mis ces 3 drapeaux sur la couverture. Il y a un héritage à la fois monarchique et chrétien, comme disait Pierre Nora, ce sont les rois de France qui ont fait la France, qui ont fait il disait la France est le plus vieil État-nation au monde. Bien sûr. Pierre Nora. Ça, il faut quand même le réaliser. On va y revenir. Et le deuxième héritage, bien sûr, la République et laïque. Ça sera notre 3e chapitre avec vous, Dimitri Casali, quand la France perd la mémoire. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Dimitri Casali, quand la France perd la mémoire. Mais c'est très inquiétant, mais en même temps c'est plein d'espoir, parce que votre livre ne donne il faut garder espoir. Je dis d'ailleurs, c'était une ordonnance, les récits fondateurs de notre histoire. On ne peut pas regarder vers l'avenir, et notre jeunesse ne peut pas se tourner vers l'avenir si elle ne connaît pas son passé et les heures quelquefois tragiques. Il n'y a pas que des heures glorieuses. Les guerres de religion. Une guerre de religion entre hommes et femmes d'une même religion, en particulier l'Évangile, un texte de charité, d'amour, de partage, de compassion, une des guerres civiles les plus atroces, les plus violentes de l'histoire, dans un pays civilisé, dans un pays chrétien qui est la France. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une spécificité française d'avoir gardé pour l'adversaire politique, dans la confrontation, une forme de détestation? L'autre est un salaud. Et on voit aujourd'hui des scènes à l'Assemblée nationale,
Il y en a toujours eu des tensions, des insultes et des bagarres. Mais là, on a l'impression que le sens du dénigrement est inscrit dans ce souvenir des guerres de religion où on s'est massacré dans une propre famille, en s'égorgeant et en s'étripant. Oui, absolument, mais il faut quand même rappeler ce que fut 40 années de guerre civile. Hein. C'est une guerre civile totale, qui avec près de selon les historiens, 2 millions de morts. Alors voilà, l'estimation, on approcherait les 2 millions de morts. C'est à ce moment-là, surtout, que la France aussi décroche, prend un siècle de retard par rapport à l'Angleterre et les Pays-Bas dans la modernité, dans l'agriculture. Heureusement qu'Henri IV arrive, intervient, et l'édit de Nantes, qui est un acte politique majeur. Il le paye un peu de sa vie, d'ailleurs, quelque part. C'est le grand moment de l'histoire de France, parce que Henri IV et ses ministres et ses conseillers vont inventer un nouveau système, ils vont réimaginer, justement, suite à ces 40 années de massacre, un nouveau qui est, pour moi, avec l'édit de Nantes, on le dit, quand le serviteur de l'État doit faire passer son devoir envers l'État avant sa propre religion, qui doit rester dans le domaine privé. C'est ce que dit l'édit de tolérance de 1598. Déjà la conversion, Paris vaut bien une messe, il accepte de renier sa foi protestante pour reprendre la foi chrétienne, catholique, française. Donc renonciation à ses valeurs, et il passe à l'acte. Et après, c'est l'édit de Nantes. Il est vraiment dans la réconciliation. Il est dans la réconciliation, il est dans la création, l'imagination, parce que, je vous le rappelle, donc il sème avec cet édit les prémices de ce qui va devenir la laïcité à la française. On est bien d'accord que c'est lui qui l'invente. Oui, en tout cas le concept. Avec Montaigne et après, bien sûr, Voltaire et Rousseau vont approfondir l'idée. Et puis après, il y a la loi de 1905. Mais lui, quand il fait passer les devoirs du serviteur de l'État avant, justement, sa propre religion, on voit bien que ce sont les prémices ça doit rester dans le domaine privé, et surtout dans la neutralité. Il invente à l'époque, c'est la première fois en Europe et peut-être même dans le monde, puisque chaque peuple devait épouser la religion de son prince. C'était comme on le voyait en Allemagne notamment, dans chaque cité allemande, il devait absolument épouser. Chez soi, tu observes le culte que tu veux, mais dans la vie, alors c'était pas la vie publique, c'était pas le terme là, mais dans l'intérêt commun, on fait abstraction de ce genre de confrontation. Et il va le payer de sa vie, je le rappelle, il échappe à 16 attentats. Et le 17e, malheureusement, en 1610 avec Ravaillac. Mais combien de héros de la paix, Gandhi, Sadat, n'ont pas payé de leur vie le fait d'avoir fait la paix. Et ensuite, la révocation, la tragédie historique, révocation de Nantes, par puritanisme de la part de Louis XIV qui à la fin de sa vie. La pire erreur de Louis XIV, moi qui aime beaucoup le Roi Soleil, là je reconnais que c'est l'erreur de sa vie. Là on peut parler de facture en espèces trébuchantes. Les savoirs, les intelligences fuient la France parce qu'elles sont persécutées, et on repart dans une nouvelle nuit, disons qu'on reprend du retard. Absolument, là on peut expliquer ça, il y a différents facteurs. Louis XIV, peut-être l'influence de Madame de Maintenon qui était complètement dévote, le parti dévot, et puis la vieillesse aussi, effectivement, la vieillesse est un naufrage, disait le général de Gaulle. Alors on arrive à la Révolution, la monarchie absolue. C'est quelques arpents de neige, comme dit Voltaire en parlant de la perte du Canada. Est-ce que ces guerres ruinent le pays, Versailles, et Louis XVI hérite d'un royaume, en dépôt de bilan, en faillite. Vous dites à un moment donné que c'est souvent les conditions économiques. En 1786, il y a un petit peu de récession. Exactement. Ça annonce le tourment. Vous avez vu, je mets en comparaison avec la situation actuelle, parce que les chiffres sont étonnants. Il y a eu un traité de libre-échange entre l'Angleterre et la France qui a ruiné l'artisanat français. Ça a engendré cette crise économique. Absolument. Et puis la guerre d'indépendance des États-Unis que nous avons aidé, envoyé 30 000 hommes là-bas. Souvent, ils sont assez. Ça a coûté cher. Ça nous a coûté très cher. Et justement, donc le royaume de France en 1788 était vraiment au bord de la faillite, en pleine banqueroute. Et il y a des chiffres qui sont étonnants, qui entrent en résonance avec les chiffres actuels, puisque les intérêts de la dette que nous payons actuellement sont bientôt équivalents à 50% du PIB de notre. Et donc c'est vrai que on voit bien que les chiffres. Donc j'espère que on dit toujours que l'histoire ne se répète pas deux fois, mais
Alors Necker et Sébastien Lecornu sont-ils confrontés à la même problème? Le premier a échoué, pas faute d'avoir prévenu, et même Turgot avant lui prévient que les caisses de l'État sont en train de se vider. Versailles n'en tient pas compte, et là aujourd'hui on est confronté à la même problème. Il y a un déficit de l'État qui ne peut qu'engendrer des troubles et des tensions. Alors sommes-nous à la veille de la révolution, d'une nouvelle révolution? On l'annonce depuis quelques années, Dimitri Casali, vous le savez bien. Mais là on n'y est pas encore tout à fait, selon les chiffres. Il n'y a plus de Bastille. On y sera exactement, là, selon les estimations, en 2030. Donc voilà, dans 3 ans. Plus la mondialisation. En 4 ans. Plus la mondialisation. Voilà, plus la mondialisation, exactement. Et à l'époque, le Trésor royal, c'était, le roi le contrôlait directement. Aujourd'hui, on contrôle même plus notre Trésor, puisque c'est à échelle européenne. Arrive la Révolution. Là, c'est le grand tournant, quand même, de l'histoire. Est-ce que la monarchie aurait pu se maintenir et avoir, comme en Angleterre, et déjà, même aussi avec le comte de Chambord en 1875, on voit bien qu'il y a une tentative de rétablissement de la monarchie. Ça marche pas. Non. La République est installée, et même Louis-Philippe qui essaye de faire un monde libéral, on voit bien que la page de la monarchie est définitivement tournée pour la République, pour avoir aujourd'hui une République assez monarchique, d'ailleurs, on aime bien. Absolument, vous savez, effectivement, les Français ont la nostalgie de leur roi de France ou de leurs empereurs, comme vous voyez, je parle beaucoup de certaine gloire de la France, en fait. La gloire, comme je vous disais, avec le panache et l'honneur, sont les grandes valeurs de la France. Et quand ils ont des chefs d'État comme ceux que je viens de citer, effectivement, les Français se sentent habités par un idéal. Et effectivement, la Troisième République va réussir à inculquer aux Français, grâce à l'école de Jules Ferry, on ne le dira jamais assez, grâce à cette école républicaine, laïque et gratuite, justement cet amour de la patrie. C'était centré sur le patriotisme avant tout, la connaissance de l'histoire et des grands héros, et c'est quand même un grand historien, Ernest Lavis, qui va réussir à équilibrer cette histoire à la fois des rois de France et de la République. Il a ses têtes, c'est sûr, il a ses rois qu'il préfère. Il dit Louis XV fut le plus mauvais des rois de France. Bon, il n'a pas tout à fait tort, bien sûr. Et il a aussi une faiblesse pour Louis XVI, où il dit que c'est un roi extrêmement bon et généreux, effectivement. Et malheureusement, il voulait pas faire tirer. Enfin, il voulait pas. Heureusement aussi, il voulait pas faire couler le sang des Français. Ni à Paris. Et puis... effectivement, ça lui a coûté cher, parce que le soir du 14 juillet, on aurait eu Louis XIV. La Révolution était terminée. Il faisait donner la troupe, il faisait tirer au canon sur les rebelles de la Bastille, et la Révolution était mort-née le soir du 14 juillet avec le 14. On va y revenir dans quelques instants avec Quand la France perd la mémoire par Dimitri Casali. On continue ce cours d'histoire. À tout de suite. Une information qui vient de tomber, Nicolas Sarkozy va être libéré sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Paris a accepté sa demande de mise en liberté. Il est incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé. Il devrait être libéré aujourd'hui. Voilà, on en reparle dans un instant. Le président est désembastillé. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Dans tous ses états, parce qu'elle perd sa mémoire. Avec Dimitri Casali, on est en train de faire un point sur l'enseignement de l'histoire. Et c'est vrai qu'on a un peu mal à la France, vu en plus la qualité des programmes scolaires qu'on a eu et ce que c'est devenu. Dimitri Casali, je parlais de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, 9 novembre 70, mais il y en a un encore plus important qui arrive demain, le 11 novembre. Donc l'armistice de 1918. Mon papa est né en 1918, donc il me racontait pas la scène, mais enfin, souvenirs familiaux. Cette tragédie, c'est encore plus que 40, parce qu'il y a 1 250 000 morts, des jeunes hommes valides, une démographie éradiquée. Un tiers des jeunes français de 18 à 22 ans, vous vous rendez compte? Toute une classe d'âge. C'est un des conflits les plus effroyables de toute l'histoire de l'humanité, pratiquement 12 millions de morts, sans compter en France, donc il y a les blessés, pratiquement 1 million d'handicapés et 3 millions de blessés et 1 million de ce qu'on a appelé aussi les gueules cassées, vous vous souvenez? Certains sociologues vous disent heureusement qu'on a pris une pilée en 40, parce que si on avait reproduit ce schéma d'une guerre de tranchées avec encore 1 million ou 1,5 million d'hommes, et ça aurait été peut-être pire, là peut-être que la France en serait oui, on aurait été saigné à blanc, on s'en serait jamais revu. Donc c'est important de célébrer demain le 11 novembre, parce que justement c'est le souvenir de ces 8 millions de combattants. On a tous un arrière-grand-père, un aïeul, tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Ils ont tous ce qu'il faut rappeler
avant tout, qu'on n'entend jamais, c'est que ces 8 millions de Français ont accompli leur devoir patriotique. J'en ai assez d'entendre parler des déserteurs. Il y a eu quelques mutineries quand ils ont eu la sensation qu'ils étaient envoyés comme de la chair à canon par des généraux qui étaient restés dans l'arrière du front avec des films cigarettes qui disaient envoyer le 4e régiment, envoyer, et on les envoyait à la 1917. Mais globalement, sur ces 4 années, la plupart ont accompli leur devoir patriotique. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient en quelque chose de plus fort que nos arrière-grands-pères. Ils croyaient en la patrie, ils croyaient en la République, ils croyaient justement à la défense de notre territoire national qui était envahi par les Allemands. Ça, c'est bien sûr, c'était terrible. Et ensuite, ils croyaient... Toute la guerre se fait sur territoire français, n'oublions pas. Et oui, c'est pour ça que ça a été effroyable. Et un patriotisme incarné par Georges Clemenceau, président du Conseil, 76 ans, qui monte à la tribune, je fais la guerre, politique étrangère, je fais la guerre, politique, je fais la guerre. Et c'est lui qui tout seul, parce qu'il y a pas des défaitismes, il y a des gens qui disent dans la classe politique française, faut peut-être arrêter, et il dit non, on se battra jusqu'au bout, et il gagne. Et oui, et c'est ça nos ancêtres, il faut vraiment le célébrer à leur juste valeur. C'est la fameuse phrase, vous savez, de Maurice Genevoix, dans son livre Ceux de 14, du grand écrivain, et il dit, ce que nous avons fait, en vérité, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, mais nous l'avons fait. C'est resté marqué dans les consciences, d'ailleurs. C'est ça qui était incroyable. Aujourd'hui, ce message-là doit être à nouveau claironné, raconté à nos enfants, mais d'une manière explicite, complète. On regardait les cérémonies en Angleterre, elles sont beaucoup mieux organisées que chez nous. Savez-vous que pour le bleuet, on a ramassé l'année dernière, les autres années, 1 million d'euros. Vous savez combien les Britanniques, avec leur fameux coquelicot, le poppies, combien ils récoltent ? Ils récoltent 50 millions de livres sterling. Est-ce que ce traumatisme peut être en partie à l'origine, j'allais dire, du pacifisme de la guerre de 40 ? On voulait pas repasser, c'était 19 ans avant, c'était 20 ans avant. Et quand on voit ce que sont les textes de la guerre de 14, Maurice Genevoix, Gabriel Chevalier, la peur, terrifiant, on comprend qu'effectivement, on s'est dit, on va pas remettre ça, c'est pas possible. Effectivement, le pacifisme, voilà, qui va nous coûter effectivement la Seconde Guerre mondiale. Ça, je rappelle aussi ceux qui ont rejoint le général de Gaulle c'était pas nombreux, en août, voilà, en août 41, je le dis, il n'y avait que 5000 Français auprès du général, donc pratiquement 2 ans après le début de la guerre. On parlait des pêcheurs tout à l'heure qui sont en crise, des marins de l'île de Saint. Voilà, les marins dans la tempête qui partent, comme ça, comme un seul homme pour l'Angleterre. C'est malheureux, c'est ridicule, et c'est vrai que sur 40 millions de Français, ils étaient tous attentistes à cause du traumatisme de la Première Guerre mondiale. Alors, beaucoup plus nombreux en 44. Là, on a un nombre incalculable de résistants, de gens qui avaient résisté. Ah oui, de la 25e heure. Mais là, en 44, il faut quand même rendre hommage à notre armée d'Afrique, puisque là, il y a 300 000 Français qui viennent avec dont le contingent était presque en majorité composé de pieds noirs. Il faut le dire, ça personne ne l'a jamais dit. Et ensuite des tirailleurs algériens, des tabors marocains et des tirailleurs sénégalais. Ils auraient peut-être aimé un peu plus de reconnaissance. Ils s'étaient battus avec la France contre le nazisme. Ils auraient peut-être aimé un peu de considération. Et c'est comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas été assez récompensés, parce que être français, ça crée un malentendu. Être français, c'est pas le droit du sang comme dans les autres pays. Être français, c'est une question de volonté, c'est d'avoir accompli des choses ensemble dans le passé et de vouloir continuer à en faire dans le futur. Et si dans nos banlieues, on racontait tous ces héros que furent les tirailleurs algériens, dont souvent les aïeux et les grands-parents de ces jeunes enfants. Le fameux Bachagabou Alam, qui va devenir le chef des Harkis, avait fait partie de cette armée d'Afrique. Et voilà, ça, c'est des histoires à raconter. Mais malheureusement, on donne plus la France à aimer, on donne uniquement la France à haïr. Alors, Dimitri Casali, vous dites bien, l'histoire de France ne s'apprend pas par cœur, mais elle s'apprend avec le cœur, on est bien d'accord ? Voilà, il faut faire preuve de créativité, trouver tous les moyens de faire passer le message dont on vient de parler à nos jeunes générations, parce que tout doit passer par la jeunesse. Et effectivement, il faut réinventer les manières d'organiser ces célébrations du 11 novembre, du 18 juin. Il faut que ce soit un peu de grands spectacles, comme font si bien les Américains et les Britanniques. Et puis aussi inventer, moi j'ai moi-même inventé un spectacle historique qui s'appelle Historock, pour justement
justement chanter l'histoire de France par le rock'n'roll. Eh ben, on encourage les gens à aller le voir. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Quand la France perd la mémoire, les récits fondateurs de notre histoire, chez Fayard, par Dimitri Casali, qui nous apprend à aimer la France, à lire absolument toute génération de 7 à 77 ans. Ah oui. Voilà, même de 6 à 90, si l'on veut. Merci Dimitri Casali d'avoir été aujourd'hui avec nous. Je mets à vie que vous allez venir nous voir parce que j'aurai encore des questions.